Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Steel. Réfugié en France en janvier 2012, lauréat du bac, Haitham Al-Aswad a aujourd'hui entamé des études scientifiques. Cette histoire est racontée en BD par le grand reporter Nicolas Hénin. Parce que c'est un récit à la première personne et que la magie des bulles rend son histoire splendide, cette œuvre graphique est indispensable. C'est une œuvre engagée loin, très loin des caricatures populistes. Record d'audience pour la télévision lors des débats politiques. Malgré Internet et l'explosion des supports, le petit écran reste le média de référence pour suivre les grands moments de la campagne présidentielle. Et c'est le journal Libération qui le mentionne. La télé est le seul média qui rassemble autant de publics différents. Pour François Jost, professeur à la Sorbonne Nouvelle et spécialiste des médias, la télévision fédère là où Internet fragmente avec ses millions de possibilités de navigation. C'est la grande différence. En 2016, les Français l'ont regardé en moyenne 3h52 par jour, selon Médiamétrie. Le petit écran a encore de très beaux jours devant lui. Un sentiment d'appauvrissement du débat politique, c'est ce que constate une étude du Cevipof en partenariat avec le journal Le Monde. À pratiquement un mois du premier tour de l'élection présidentielle française, cette étude révèle que 34% des personnes interrogées ne sont pas sûres d'aller voter les 23 avril et 7 mai prochains. Et cela touche essentiellement les moins de 35 ans qui ne voient pas dans le débat public de véritables projets de société aspirant à un changement. Les affaires venant polluer la campagne au détriment des projets, ceci expliquant certainement cela. Pendant que Donald Trump négocie son énième décret anti-immigration, sa fille était invitée le 15 mars par le Premier ministre canadien Justin Trudeau à un show à New York, à Broadway. Ivanka Trump a assisté à la pièce Come From Away des Canadiens Irene Sankoff et David Hayne. Cela pourrait paraître anodin, mais la pièce traite justement d'immigration. Les auteurs délivrent un message politique et prônent l'ouverture sur le monde, loin du protectionnisme identitaire et du repli sur soi voulu par l'administration Trump. Tout est communication et Justin Trudeau se positionne ainsi face à Donald Trump en jouant totalement la carte de l'humour. Mois de février, près de 160 000 personnes ont défilé à Barcelone pour exiger de l'Espagne et de l'Union européenne l'accueil de milliers de réfugiés. La crise des réfugiés, quelle solution? C'est le sujet de votre 20h. Bonsoir. Bonsoir. Sandra Alphonse, journaliste. Sébastien Pizan également, journaliste. Alors, c'est la manifestation la plus grande qui ait été faite en Europe pour la défense des droits des réfugiés. Alors, on va contextualiser notre débat du soir avec cet exemple-là. Barcelone avait présenté dès le mois d'août 2015 un plan pour accueillir des réfugiés en provenance de Syrie, d'Irak ou d'Afghanistan. L'Espagne, initialement, devait recevoir quelques 16 000 candidats à l'asile, mais voilà que seulement 1100 sont arrivés. L'Europe fait-elle preuve de fébrilité, pour ne pas dire plus, sur cette question des réfugiés, Sébastien? C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, c'est vrai que l'exemple que vous donnez est particulièrement intéressant. Ça a été frappant de voir ces images de tant de manifestants réunis. Alors, c'est vrai que la maire de Barcelone et finalement les partis catalans étaient très engagés. Donc, c'est vrai que on a quand même la sensation qu'il y a aussi une espèce de match qui se joue par rapport à un État centralisateur madrilène. Il faut aussi remettre ça dans un contexte. Mais il n'en reste pas moins que le combat humanitaire, qui est celui de dire Barcelone est une ville-refuge, nous sommes prêts à les accueillir, a été très frappant. Et à souligner
à quel point l'Union européenne n'arrivait pas à mettre en place notamment son programme de relocalisation. Il y a eu un sommet, enfin en tout cas une rencontre qui a eu lieu à Malte des chefs d'État européens qui a montré à quel point l'Europe continuait à se sentir démunie et que effectivement vis-à-vis de ces réfugiés on n'arrivait pas à mettre une politique cohérente en place, avec la grosse inquiétude qui est en train d'arriver, qui pointe là avec l'arrivée du printemps, c'est que cette fameuse route du sud, je dirais, qui va de la Libye à l'Italie se réactive à plein. Je pense que vous avez le même chiffre que moi. Je crois qu'en 2016, il y a eu pas moins de 5000 morts. 5000 morts. C'est un cimetière, la Méditerranée, aujourd'hui. On va d'ailleurs donner ces chiffres, puisque vous l'annoncez, Sébastien. Alors, depuis mars 2016, plus de 140 000 candidats à l'asile ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie. 91% viennent de Syrie, d'Afghanistan ou d'Irak. Terre de guerre, de conflit. 59% sont des enfants ou des femmes. 5000 morts en Méditerranée. En 2016, on a le sentiment tout de même que les égoïsmes nationaux priment sur l'intérêt général de la part de l'Europe et des pays européens, Sandra. Je crois surtout que l'Europe paie le prix de son impréparation face à cette crise majeure, sans doute la plus importante de ce type qu'elle ait connue durant les dernières décennies. Ceci étant, elle a quand même tenté de réagir avec la mise en place de plans successifs. Ça a commencé en octobre 2015, il y a eu ensuite un échéancier qui n'a pas véritablement été suivi d'effet, mais enfin on peut quand même citer des réalisations importantes comme une agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes avec des moyens qui vient remplacer la fameuse Frontex qui a montré ses limites, avec des moyens financiers et humains accrus. Il y a également l'idée de remettre en question, en tout cas de reformuler les fameux accords de Dublin qui imposaient certaines dispositions en matière de dépôt des dossiers de droit d'asile dans certains pays. Il y a eu aussi la tentative d'imposer des quotas. Alors là, effectivement, on s'est heurté à ce que l'on pourrait appeler les égoïsmes nationaux, avec notamment une opposition brutale et frontale de ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, qui est composé de la Hongrie, de la République tchèque, de la Pologne et de la Slovaquie, qui est allé même jusqu'à proposer un nouveau concept, en opposition à ce système des quotas contraignants, qui est le principe de solidarité flexible, qui a d'ailleurs fait dire au grand quotidien belge Le Soir que c'était une petite mort pour l'Europe. Alors, l'impréparation de l'Europe, peut-être, mais vous avez cité tout un tas d'exemples qui montrent quand même que là, pour le coup, moi, plus les mois passent, j'étais assez dur vis-à-vis de, notamment lors d'une émission qu'on a fait déjà, vis-à-vis de l'Europe, de l'Union européenne. Mais enfin, moi, l'égoïsme des États me saute de plus en plus aux yeux, parce qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent. Aujourd'hui, il y a des États qui ne veulent véritablement pas jouer le jeu, pour des raisons qui sont d'ailleurs bien souvent des raisons électorales. On a vu une Angela Merkel qui a ouvert en grand les portes en Allemagne, qui a battu en retrait parce que ça posait des problèmes logistiques, mais aussi parce qu'elle commençait à être de plus en plus mal au sein de son propre parti. Vous parlez des pays de l'Est de l'Europe. Victor, rappelez-moi son nom, Orban. Voilà, le Premier ministre hongrois. C'est très simple. C'est un personnage trumpien. Lui, les réfugiés, pour lui, c'est le cheval de Troie des terroristes. Quand on part sur des bases comme ça, on est en train de parler d'un Premier ministre. Quand on part sur des bases comme ça, moi je veux bien qu'on dise l'Union européenne ne fait pas ci, ne fait pas ça, mais qu'est-ce qui se passe dans chaque État ? Des États qui ne veulent pas justement appliquer les accords en matière de programme de relocalisation, et des pays qui se remettent en place des contrôles. Alors, c'est pas mal effectivement de contrôler quand même un minimum peut-être les frontières, mais de là à élever des murs, comme on le voit notamment en Hongrie, en Slovaquie. Ça pose un vrai problème. Alors les solutions, vous en avez donné quelques-unes apportées par l'Union européenne, mais tout de même, ces quelques mots, nous en avions déjà parlé, vous l'avez souligné Sébastien dans une précédente émission, ces mots du rapport d'Amnesty International, c'est intéressant aussi de voir de ce côté-là. Ils écrivent ceci dans leur dernier rapport concernant la crise des réfugiés, notamment en Méditerranée. Depuis plusieurs années, l'Union européenne, qui compte plus de 500 millions d'habitants et qui constitue l'ensemble politique le plus riche de la planète, s'est montrée incapable d'apporter une réponse cohérente, humaine
respectueuse des droits humains dans la crise des réfugiés. Des réfugiés, c'est nous qui le nommons ainsi, ils préfèrent utiliser le terme de migrants. Incapable. L'Union européenne est incapable, malgré ce que vous avez dit. Excusez-moi, Sandra, malgré ce que vous avez dit. Alors, il y a quand même eu la mise en place de ce plan Union européenne-Turquie, dont on parle un petit peu moins maintenant, mais qui, sur le terrain, a donné des résultats relativement satisfaisants en termes comptables, si on peut employer cette formulation en ce qui concerne un drame humanitaire. Bon, ceci étant, il s'est heurté ensuite aux problèmes internes liés à la situation en Turquie, mais il a pu sembler apporter un embryon de solution, si j'ose dire. D'ailleurs, au fameux sommet de La Valette que vous évoquiez tout à l'heure, qui s'est tenu le 3 février dernier, les Européens ont envisagé de transposer ce plan au niveau de la Libye, avec l'Italie en fer de lance. Mais il se heurte à une autre problématique, qui est celle de l'instabilité chronique en Libye, le fait de ne pas avoir d'interlocuteur dont on sache s'il va rester là un certain temps ou pas du tout. Et puis, la Libye n'étant pas membre du Conseil de l'Europe, elle n'offre pas tout à fait les mêmes garanties, si j'ose dire, en termes de respect des droits humains qu'on pourrait attendre d'un pays qui espère à terme intégrer l'espace européen. Voilà. Donc, il y a quand même ces solutions que je qualifierais de médianes, qui sont mises en place avec des résultats encore mitigés. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même qu'il y a une sorte d'Europe complètement divisée, l'Europe de l'Est, vous l'avez un petit peu dit, Sandra, au départ, l'Europe de l'Est, notamment avec tous ces pays que l'on dit, j'aime pas utiliser cette expression, mais des géopoliticiens l'utilisent, émergents en Europe de l'Est. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il s'agit d'une crise profonde, d'une crise des valeurs? Alors vous allez me dire quelles sont les valeurs de l'Europe aujourd'hui? Voilà, exactement. Oui, c'est vrai, parce que lorsque je vous parlais de l'idéal européen, allez. Oui, lorsque je vous parlais de ce concept de solidarité flexible, justement, proposé par ce groupe de pays d'Europe de l'Est, l'ensemble de la presse européenne a parlé non seulement d'une crise de valeurs, mais de fustigé. Complètement. Complètement. Vous savez ma distance avec le terme de valeur. Encore une fois, c'est un peu tarte à la crème tout ça. Mais il y a une valeur simple sur laquelle on va peut-être tous se réunir, c'est que, eh bien, il y a quand même la Convention de Genève, qui date quand même de quelques décennies. On est censé, c'est une obligation d'accueillir des gens qui viennent quand même, il ne faut pas l'oublier, de pays en guerre, qui viennent de pays où ils souffrent de tout un tas de discriminations du fait de leur orientation politique, religieuse, voire sexuelle. Voilà. Donc, à un moment donné, il y a quand même les ressorts, ils sont là. Et aujourd'hui, on a une vraie crise humanitaire, puisque on parlait des gens qui meurent en Méditerranée, il y a des gens qui commencent à mourir dans les camps. Manque de volontarisme politique, est-ce qu'on peut dire cela? Des États. Maintenant, aujourd'hui, je trouve quand même que les États, et notamment au niveau, appliquons le programme de relocalisation. Aujourd'hui, l'Italie et la Grèce sont deux pays sur lesquels il y a une pression phénoménale, qui sont dans les difficultés que l'on sait. Demain, à Lampedusa, ça va être à nouveau terrible ce qui va se passer. Je veux dire, il y a un programme de relocalisation, appliquons-le. Alors, programme de relocalisation, pardon, on va s'intéresser à la Corse. Juste cette formule, en tout cas, Jean-Guy Talamone écrivait ceci en 2015 sur son blog. Que faire devant cette urgence? Tenter de barricader ses portes en tremblant, comme certains le suggèrent, ceux qui ont une certaine idée de la Corse, ceux qui considèrent que nous sommes une nation et non une population apeurée sur un morceau de territoire français ne peuvent avoir cette attitude. Moi, je trouve que voilà, ça renvoie au panache des Catalans. Oui, moi, je suis tout à fait dans cette façon d'envisager les choses. Il me semble d'ailleurs que l'Assemblée de Corse avait adopté une délibération en 2015 dans ce sens. Bon, ensuite, malheureusement, c'est du côté de Paris et des instances nationales que... Alors, ces mots ont été écrits avant la délibération de l'Assemblée de Corse. L'Assemblée de Corse a adopté une délibération en octobre 2015, il me semble. Alors, elle prévoyait cette délibération, 200 à 250 réfugiés sur 2 ans en Corse, la création de capacités d'hébergement durant la phase d'instruction de leur demande d'asile et ensuite l'accès à un logement pérenne et abonder le fonds d'aide régionale d'urgence, initialement doté de 20 000 euros à hauteur de 100 000 euros. C'est ce que prévoyait la délibération de l'Assemblée de Corse. Autre chose à noter intéressant, un seul maire en Corse, a ouvert des logements. Il s'agit de Jean-Félix Aquavive.
Oui, tout à maire fait. de l'Aude ici. C'est le seul. Et aussi Antoine Aquavive, journaliste, a également ouvert sa maison. Mais c'est vrai, c'est important de le signaler. Oui, tout à fait. Oui. L'État, pourquoi l'État justement, on parlait de pragmatisme, on parlait de volontarisme. L'État sur la Corse, voilà ce que la préfecture a prétexté suite à la délibération. L'absence de guichet unique et la cherté des transports. Alors, je vais me faire... Merci d'utiliser ce mot prétexte. Parce voilà. qu'à un moment donné, je crois que des agents qui travaillent dans ce fameux office, là, comment vous appelez ça voilà, d'accueil, là, voilà, ce guichet unique, je crois qu'on aurait pu en dépêcher quelques-uns en Corse pour accueillir, rappelez-moi, 250 personnes. 200, On va arrêter de se moquer du monde. Au final, je pense que Paris aussi avait un petit peu peur d'un contexte qu'on estimait peut-être un petit peu tendu, avec une population qui aurait peut-être réagi. Mais enfin, ça, c'était... Voilà, non, il n'y avait pas de preuve que les choses se passeraient comme ça. Je vous opposerai un petit argument. On n'a pas vu non plus de mouvement massif de population et de descente dans les rues pour réclamer l'application de ce dispositif, à ma connaissance. Non, ça va, il n'y a pas eu de... Oui, mais ce qui, voilà. à l'inverse, ne veut pas dire qu'on avait une population qui était farouchement hostile, et je ne crois pas que pas du tout. 200 personnes réparties sur le territoire auraient... Non, je crois que là encore, il faut aussi peut-être contextualiser au niveau des populations. On parle de l'exemple de Barcelone, on a parlé de l'accueil de l'Allemagne. Ce sont des régions européennes très riches, parmi les plus riches. La situation et l'accueil peut être perçu de façon différente dans des régions dont la précarité est installée, et c'est le cas de la Corse, il ne faut pas se voiler la face non plus. Est-ce que ça signifie pour autant que... Argument prétexte. Non, Parce c'est un exemple que je donnais lors de la précédente émission sur les réfugiés. Quand on voit aujourd'hui la politique qui est mise en place en Hongrie, je veux dire, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu une certaine révolution dans ce pays et que la Hongrie a vu tout un tas de gens eh bien partir, s'expatrier notamment en Autriche avec l'arrivée des chars soviétiques, on était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans un contexte quand même qui était économique pas évident. Il y a des solidarités à l'époque qui se sont mises naturellement en place, sans qu'on ait d'ailleurs besoin de grands plans Nous sommes d'accord, mais l'Union européenne vient un petit peu abonder et aller dans le sens de ce que je viens de vous dire. Dans ses dispositifs les plus récents, elle a évoqué l'idée d'un accueil des réfugiés proportionnel aux capacités d'accueil et à la richesse du pays. Richesse du pays mesurée selon des critères extrêmement objectifs. Donc, ça n'est pas totalement incohérent de penser que... On ne parlait que... pas de 20 000 personnes, hein, on parlait de 200 personnes. Hein, certes. Oui, mais encore une fois, les choses ne se sont pas faites, ce qui ne signifie pas qu'elles ne se feront, se feront pas. Voilà. Alors, vous connaissez la règle de l'émission, on répond en 40 secondes. En tout cas, on essaie de résumer sa pensée, de donner quelques arguments. En 40 secondes, c'est avec vous, Sandra, que je vais commencer. Alors, j'ai bien compris que le mot « valeur » de l'Europe, ça ne vous plaisait pas, mais on va quand même essayer de répondre. La crise des migrants, est-ce aussi fondamentalement une crise des valeurs de l'Europe ? Mais je crois que la crise des migrants agit surtout comme un révélateur des crispations inter-européennes, comme un révélateur des disparités économiques inter-européennes, n'en déplaise à certains, comme un révélateur de la nécessité de la construction peut-être d'une défense ou d'une stratégie de défense européenne commune, d'un renforcement d'un certain nombre encore une fois, de politiques communes pour arriver à une cohésion, à une cohérence. Et puis surtout, pour résoudre la crise au sens large, il faut surtout régler les problèmes politiques qui se posent dans les pays d'origine. Voilà. C'est intéressant d'évoquer aussi la politique. On a tendance à l'oublier quand on parle de la crise des réfugiés. On parle beaucoup d'humanitaire, mais il y a la dimension politique, elle est essentielle, elle est nécessaire, elle est même indispensable pour résoudre cette crise. Sébastien, nous terminons avec vous. Tout à l'heure, je l'évoquais, au titre de ces valeurs, il y a effectivement ce rôle que s'est donné l'Europe à travers la Convention de Genève, d'être en mesure d'accueillir des gens qui sont effectivement dans des situations complètement impossibles et invivables dans les pays dont ils sont originaires.
Moi aujourd'hui, ce que je vois, c'est effectivement tout un tas de discussions et on se rejoint sur beaucoup de points parce qu'effectivement, bien sûr que dans certaines régions, il y a des contextes économiques qui n'aident pas, et c'est le cas notamment de l'Europe de l'Est, à aborder le débat de manière relativement apaisée. Mais je crois que justement, là maintenant, aujourd'hui, il y a des vraies urgences. On meurt dans des camps, comme je le disais, dans des camps de réfugiés. Ces réfugiés qui viennent demander des asiles politiques, il faut qu'ils puissent être accueillis. Peut-être qu'il va falloir un peu moins accueillir pour des raisons économiques. Je ne sais pas, c'est une. On va je sais pas si continuer, c'est une allez, on solution, vous accorde quelques mais- secondes, mais vous avez raison de l'évoquer cela aussi. Parce qu'on a peut-être un peu peur aussi de dire les choses. Je dis on, c'est générique. Oui, vous parce que l'avez c'est bien gênant compris, hein. d'aborder les choses comme ça. On peut tout à fait comprendre que des gens viennent en Europe pour un meilleur destin personnel ou familial. Mais voilà, aujourd'hui, il y a un vrai flot de réfugiés qui, eux, sont dans le besoin. Et je crois que c'est eux qui doivent être aujourd'hui prioritisés. C'est pas beau, hein, parce qu'on rentre dans des notions Non, de quotas. Mais bon. C'est une des pistes. Hein. De toute façon, il faut se dire que quand il y a des discours de vérité, cela empêche aussi la montée des populistes. Et dans ces questions-là, dans ces questions autour des réfugiés, dans ces questions autour des migrants, la notion, les paroles populistes sont extrêmement dangereuses. Hein. Véritablement dangereuse. Merci beaucoup à vous deux d'avoir abordé ce sujet, la crise des réfugiés. Nous avons essayé d'évoquer des pistes, des solutions. Ce fut le débat de notre 20h. Merci à vous deux, à très vite. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur la page Facebook de France 3 Corse via Steel et également sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite, même lieu, même heure. Ça se passe évidemment pendant le 20h.